Mesdemoiselles et messieurs, je suis heureux de vous accueillir au nom de toute l'équipe du CDHA et du G2T. Merci d'être là pour une réunion qui va être très importante et qui marque un peu une évolution du travail, des orientations et de la mission du CDHA. On sera amené tout au long de la journée à parler du CDHA, du G2T, répondre à vos interrogations si vous en avez, mais je crois que c'est un moment important de rencontre entre nous et vous, et c'est pour ça qu'on sera très attentif à votre prise de parole. Et on a un programme qui est particulièrement minuté et que va nous commenter, je pense, Hubert Ripoll. Bien, chers amis, bonjour, merci d'être là. Nous sommes partis, comme l'a dit le président Joseph Pérez, pour une journée de travail, une journée de réflexion qui va tourner autour de ce qu'était la culture des Français d'Algérie et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors pourquoi ce thème ? Dans une précédente enquête qui portait sur environ 1 millier de nés après 1962, environ 90% des personnes interrogées disaient qu'ils considéraient que transmettre leur héritage était un devoir. Mais 70% pensaient que leur héritage n'avait aucune chance de survivre. C'est là quelque chose qui appelle à réflexion quand on voit que des individus, des personnes qui pensent qu'ils ont quelque chose à transmettre et que ce quelque chose qui est important ne sera pas transmis, c'est évidemment source de chagrin presque, parce que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Dans leur héritage, il y avait deux choses. Il y a reconnaître une histoire, non pas telle qu'ils pensent qu'on la transmet, mais telle qu'ils pensent que leurs parents l'ont vécue. Et la deuxième chose, c'était transmettre une culture. Alors cette culture, ce n'est pas la culture des savants, ce n'est pas la culture des artistes, ce n'est pas la culture des scientifiques, ce n'est pas la culture des inventeurs, c'est la culture populaire. Alors cette culture populaire, elle est prise là encore entre deux feux. D'une part, une forme de stigmatisation, une forme de quelque chose qui est un peu cocasse, puis quelque chose qui est plus sérieux. Et dans le sérieux, il y a l'idée d'une culture qui fonctionnait dans un paradis. On employait souvent le terme de paradis perdu. Alors, ce paradis perdu, est-il mythe ou réalité ? C'est l'objet de notre démarche ici. Donc, nous avons choisi 3 thèmes qui nous paraissent représentatifs de cette culture. L'esprit pionnier. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui se trouvent là sont finalement les descendants de certains qui, à un moment donné, leurs ancêtres ont été des pionniers, c'est-à-dire qui sont arrivés dans un pays pour défricher et faire quelque chose de ce pays. Et c'est évident que cet esprit pionnier, il s'est transmis, tout au moins c'est ce que l'on va essayer de voir. La deuxième chose, c'est la cuisine de là-bas. Il est clair que s'il n'y avait pas eu cette cuisine, nous ne serions peut-être pas là ici. Finalement, ça a été la seule chose tangible que l'on ait vraiment transmis. Et il y a une réflexion sur cette cuisine qui est de savoir, au-delà de ce que l'on mange, que signifie manger ensemble. Et le troisième point, c'est le vivre ensemble. Alors le vivre ensemble fait partie de l'imaginaire des Pieds Noirs, réel ou fantasmé, on verra. C'est-à-dire qu'à la fois c'est perçu par quelque chose qui était tout à fait exceptionnel dans une colonie, et puis à l'opposé, on a ceux qui disent mais il n'y avait pas de vivre ensemble puisque c'était un état de droit où la colonisation se traduisait par une mainmise des colonisants décolonisés par les colonisants. Donc là encore, il va falloir essayer d'avancer. Donc on a
Vous voyez, pour une fois, on a essayé de faire en sorte que ce que l'on va faire aujourd'hui soit au plus près de ce que vos parents ou vous-même avez vécu en Algérie. Vous allez avoir pas mal d'images d'archives, vous allez avoir des témoignages de personnes qui ont vécu là-bas, et des témoignages en Algérie, et des témoignages de personnes qui n'ont pas connu l'Algérie. Enfin, il va y avoir un peu plus de temps que d'habitude au débat, après chaque session, et puis à la fin. Alors je tiens à remercier ceux qui ont fait que cette journée puisse avoir lieu. D'abord, je pense au personnel du CDHA, Hervé, Marine, Marina et Fanny, qui ont œuvré, notamment Fanny, qui s'est occupée de toutes les interactions avec vous et de la communication. Il y a un permanent du CDHA. Les permanents du CDHA, ce sont des bénévoles qui font tourner le CDHA au jour le jour. Bien sûr, le président, Joseph Pérez. Il y a eu Joseph Fournier qui a préparé toutes les vidéos que vous allez voir, Martine Ivara, Vincent Pierre Pérez et son épouse, et Marc Ferrando, et bien d'autres, une quinzaine de personnes qui ont œuvré. Enfin, ce que l'on appelle du G2T, c'est-à-dire le groupe de transmission de la mémoire, de travail sur la transmission de la mémoire, qui sont tous nés après 1962, qui n'ont pas connu cette Algérie, et qui essaient de la faire vivre au jour le jour dans leurs activités. Parmi eux, donc, qui vont très largement intervenir tout au long de ces rencontres, notamment Marc Andréau, qui a été le coordonnateur, et Anne-Marie Pérez, qui a aussi joué un rôle non négligeable dans cette organisation. Voilà, bon travail. Merci à ceux qui se sont déplacés pour faire les conférences, animer les tables rondes, et nous sommes partis pour une journée de réflexion. Fin de mer, concours nautique et autres épreuves, le muscle ne peut triompher qu'à force d'ardeur, d'entraînement et de volonté, mettent davantage en valeur les qualités physiques de cette race algérienne, dont le type rappelle en même temps le français du Midi, le sicilien et l'aragonais, mais dont la jeunesse exubérante, le goût de l'aventure et de la compétition, ont un je ne sais quoi de franchement américain. Chaque jour, la population algéroise s'accroît. Chaque jour, un nouveau gratte-ciel fait place à un terrain vague. Un carrefour, aussi difficile à traverser aux heures d'affluence que la place de l'Opéra. Alger, d'ailleurs, est couramment surnommé le Paris de l'Afrique du Nord, à cause de son élégance devenue proverbiale. Exemple typique du modernisme grandiose qui a présidé à la naissance de la ville française, l'édifice du gouvernement général domine de sa masse monumentale les boulevards Front de Mer, inaugurés en 1860 par l'impératrice Eugénie. En un siècle, ce pays qui somnolait depuis le Moyen-Âge a été méthodiquement mis en valeur. Oranges, clémentines, citrons, pamplemousses, les agrumes, dont une irrigation rationnelle a permis de développer la culture, représentent une part importante des exportations. Le vignoble, industriellement exploité par les Européens, couvre 400 000 hectares. La viticulture est le principal revenu de l'Algérie et représente 50% de ses exportations. La fête de Pâques est pour toute l'Algérie l'occasion d'un gigantesque pique-nique. Monsieur Tout-le-Monde déjeune sur l'herbe et la mouna fait obligatoirement partie du menu. Tu vois ce que je te donnerai? J'ai les yeux plus gros que le ventre. Mais la mouna pascale, c'est un rien de plus entre les Delmas et les Lagdar. Certes, ils restent différents et pour l'instant, du moins, ils ne se connaissent pas. Pourtant, il est difficile d'établir le compte exact de tout ce que chacun doit à l'autre. Les documents que vous allez entendre sont des documents authentiques, pris dans des conditions souvent difficiles
ce qui explique leur qualité parfois défectueuse. Ce digeste sonore des journées d'Alger est réalisé et présenté par Maurice Bloch. Qui a absolument envahi le cours Bertagnan, les balcons alentour, les terrasses et même les toitures sans pente. Nous l'on voit au coup de poudre des musulmans et des Européens, comme on l'a vu dans toutes les villes d'Algérie depuis le 13 mai. Et ce qui m'a fait le plus plaisir dans tous ces événements, c'est cet immense élan de fraternité retrouvée. Vous voyez, jusqu'ici, nous avons tellement souffert de cette lutte sourde entre nous, n'est-ce pas, de ce manque de compréhension. Les communautés se sentent maintenant solidaires et nous recommençons à vivre, à être heureux de vivre, à nous sentir frères, vous voyez. C'est ça qui est important. Deux grands événements devaient surgir dans le destin algérien. Celui de la découverte d'Assim et Saoud d'abord, avec ses immenses richesses pétrolières, puis à 450 km à vol d'oiseau du bord de la Méditerranée, la découverte à Assirmel d'un énorme gisement de gaz naturel, l'un des plus importants du monde, représentant plus de 1000 milliards de mètres cubes récupérables. Alors que les exactions, les meurtres, les massacres se multiplient, la situation se détériore journellement. Tout est terminé. La valise ou le cercueil avait dit les tueurs du FLN. Ceux qui n'ont pas terminé dans des cercueils seront contraints de prendre la valise et d'abandonner à jamais ce pays qu'ils avaient construit, assaini, modernisé, jusque dans les bleds les plus reculés. Alors ils partent vers l'inconnu, souvent justement avec une seule valise. Nous sommes le 1er juillet 1962. Le voyage se termine, le château d'If est la première terre métropolitaine qu'ils aperçoivent. L'aventure, une autre aventure commence, mais ça, c'est déjà une autre histoire.